Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interaction que nous avons intitulé Hitler, Mao, Staline, la mémoire en question. 3 dictateurs qui ont ensanglanté le XXe siècle et que les historiens jugent responsables de millions de morts. Et ce n'est pas tout. En Allemagne, en Chine et en Russie, ils ont laissé des sociétés traumatisées. Certains ont participé à l'horreur, d'autres en ont été les victimes. Et aujourd'hui encore, leur ombre plane dans la vie quotidienne et vous allez le voir aussi parfois dans le discours politique. Avec nous pour en parler aujourd'hui, nos 3 correspondants qui sont sur place, Nicolas Barotte à Berlin, Cyril Pluyette qui est à Pékin et puis Pierre Avril qui est à Moscou. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec la vie quotidienne, les objets du quotidien par exemple. Et avec vous, Cyril, vous êtes à Pékin où encore aujourd'hui, on peut voir Mao à peu près partout finalement. Oui, Mao est assez omniprésent à Pékin et dans tout le pays. Déjà, il est tous les jours dans les portefeuilles des Chinois, qui certes utilisent de moins en moins de cash, mais tout de même. Donc voilà, il est présent sur tous les billets de banque. Je ne sais pas si on voit bien, là c'est un billet de 100 yuan. Il est également présent sur de plus petites coupures. Son portrait s'affiche aussi à l'entrée de la cité interdite, sur la place Tiananmen, tout près des principaux lieux de pouvoir chinois, ce qui est évidemment un symbole très important. Et puis, il y a dans le pays encore de nombreuses statues de Mao que des fidèles viennent vénérer. Merci Cyril. En Russie, est-ce que, Pierre, il y a aussi des statues de Poutine, de Staline. On a vu aussi, vous allez nous en parler, des bustes qui ont été érigés à Moscou à l'effigie des derniers dirigeants de l'URSS. Très peu de statues de Staline, celle-ci est une exception. Le simple fait d'avoir représenté le buste de Staline a provoqué une énorme polémique. En soi, l'initiative n'avait rien d'extraordinaire puisqu'elle visait à rajouter dans les allées du jardin du musée militaire à Moscou les statues des dignitaires soviétiques après ceux de l'Empire tsariste qui avaient été déjà en place. Donc Khrouchtchev y est, Brejnev y est, Gorbatchev y est et Staline évidemment. Ce qui est naturel, mais en même temps, le simple fait d'avoir posé cette statue dans une société traumatisée quand même par les crimes staliniens, ça provoquait une très vive polémique. Le thème stalinien, la figure de Staline est quand même assez, disons, assez ambigu et suscite à la fois de l'admiration et un peu du rejet dans la société. Très rapidement aussi, il n'y avait pas une polémique sur la ville de Volgograd, l'ancienne Stalingrad. Parfois, certains voulaient la renommer, mais c'est une polémique assez récurrente en Russie. Oui, il y a eu la tentative plusieurs fois exprimée par les dirigeants de la ville de Volgograd, donc qui est l'ancienne Stalingrad, qui est le siège finalement de la victoire symbolique, la victoire contre l'envahisseur nazi, comme on dit ici en Russie, de renommer cette ville dans son ancien nom, Stalingrad. Finalement, il n'y a pas eu d'accord. Le Kremlin a dû certainement faire opposition à ce projet. À la suite de ça, il a été décidé simplement de la renommer quelques jours au moment de la commémoration des événements de Stalingrad, d'une manière symbolique Stalingrad, mais ça ne dure que quelques semaines. Il faut dire quand même par ailleurs que aujourd'hui les sondages en Russie montrent néanmoins qu'il y a 46% des Russes qui éprouvent de la sympathie, voire de l'admiration pour Staline. Et c'est quand même le plus gros taux d'approbation de Staline depuis les 16 dernières années. Et il y a ça, et en même temps, il y a une minorité silencieuse assez protestataire contre Staline. Très bien, Pierre. Je rappelle que c'est une émission interactive. Vous pouvez poser vos questions en direct sur Facebook, la page du Figaro et la page Facebook Interaction, et également sur la page, la homepage du Figaro.fr. Voilà, nous sommes là en tout cas pour y répondre. On va partir maintenant en Allemagne avec vous, Nicolas. Là encore, l'Allemagne a évidemment fait tout pour tourner la page du nazisme, mais c'est une période qui obsède encore beaucoup d'Allemands et on a pu reparler évidemment de cette période cette année avec la republication de Mein Kampf notamment. Oui, absolument. Cette republication a montré à quel point le passé nazi de l'Allemagne
susciter de la curiosité, obséder encore la société allemande. Depuis le 1er janvier 2016, il est devenu possible à nouveau de rééditer Mein Kampf. C'était interdit depuis l'après-guerre, c'était la Bavière qui détenait les droits, et quiconque publiait le livre était passible de poursuites. Pour éviter que le livre ne ressorte après le 1er janvier 2016 sans commentaire, comme un texte brut, les historiens ont travaillé à une publication commentée qui fait 2000 pages, c'est 2 tomes, c'est un ouvrage d'expert qui coûte 59 €, très cher, mais qui a connu un énorme succès de librairie. Pendant des semaines, il a été en tête des ventes. Il s'en est vendu plus de 85 000 exemplaires. Tout ça, ça montre à quel point il y a une forme d'intérêt, de curiosité pour ce passé qui n'est jamais totalement digéré en Allemagne. Un autre phénomène qui montre un peu le malaise de la société allemande par rapport à ce passé nazi, c'est la réouverture d'une réplique du bunker d'Hitler à Berlin l'année dernière. C'est un musée privé qui l'a rouvert parce que le bunker original a été détruit à la fin de la guerre. Et cette réouverture a fait polémique en Allemagne. On s'est demandé si c'était opportun et pertinent de laisser des touristes se photographier dans les locaux d'Hitler. Tout ça montre bien que même si l'Allemagne a fait un travail considérable sur son passé, cette période nazie reste toujours compliquée à appréhender par la population. Merci beaucoup Nicolas. Vous parlez du tourisme qui a fait donc polémique en Allemagne. Il y en a un autre en Chine qui marche bien, c'est le tourisme autour de la personnalité de Mao. Cyril, racontez-nous voilà, les gens qui viennent se recueillir, par exemple, place Tiananmen, où il y a la dépouille de Mao, mais ce ne sont pas que des touristes étrangers, beaucoup de touristes chinois aussi. Oui, absolument. Il y a encore des foules qui se déplacent tous les jours pour aller se recueillir devant la dépouille de Mao, comme on le voit sur les images, sur la place Tiananmen. On le voit, hein, on voit son corps, son visage. Et puis, il y a plus globalement un tourisme rouge qui est en plein essor en Chine. On part en pèlerinage dans le village natal de Mao, à Shaoshan. On part à la base militaire de Yan'an, où il s'est replié après la longue marche et à partir de laquelle il a organisé la prise de pouvoir de 1949. Et voilà, il y a toute une série comme ça de lieux emblématiques de l'histoire de Mao et de la révolution communiste qui sont aujourd'hui visités par de nombreux touristes. On parle de la dépouille de Mao. Qu'en est-il de la dépouille de Staline, Pierre? Est-ce que, pareil, on peut la visiter, la dépouille de Staline, en Russie? Non, on ne visite plus la dépouille de Staline depuis le 1er novembre 1961, date à laquelle le Parti communiste, à l'époque où Brejnev avait repris le pouvoir, avait décidé de déplacer donc la dépouille de Staline qui était sur la place Rouge, de la déplacer donc tout simplement devant les murailles de la place Rouge. C'est une décision qui avait été prise d'une manière absolument secrète, quasiment. Et depuis, le buste de Staline est visitable devant les murailles du Kremlin, mais à côté de celle d'autres dignitaires soviétiques, et à côté par exemple du cosmonaute Gagarine. Mais il faut quand même reconnaître que sa tombe et son buste sont davantage fleuris que ceux de Gagarine ou que ceux de Brejnev, par exemple. Donc, ce qui montre qu'il y a quand même, malgré cette banalisation de la mémoire de Staline, il y a quand même un public pro-stalinien qui est quand même reste assez influent. Mais justement, donc, on vient à la question qui nous intéresse, au fond. En Russie, quel est le sentiment général? On voit dans des manifestations comme celle qu'on va vous montrer, il y a toujours finalement quelques personnes qui ont des pancartes, des portraits de Staline, qui se prennent en selfie, vous l'avez vu. Mais d'une manière générale, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une vraie nostalgie de l'ère stalinienne, Pierre? Il y a une nostalgie... Une nostalgie soviétique, il ne faut pas dire vraiment qu'il y ait une nostalgie stalinienne, une nostalgie soviétique qui est partagée quand même par la population âgée, mais aussi, c'est vrai, il faut le dire, par les jeunes soviétiques qui se font raconter peut-être par leurs aïeux comment la vie était peut-être plus stable
et comment le régime était solide et dirigé d'une manière une main de fer, autant de thèmes qui suscitent un certain écho positif dans la population, mais en même temps, à côté de ça, il y a une mémoire très douloureuse des répressions staliniennes. Il y a des gens qui ont dû attendre quasiment 2001, les années 2000, pour savoir que leurs aïeux ont été massacrés, emmenés par les sbires du NKVD dans les années 37-38 et fusillés quand même sur le tas. Donc c'est tout récent c'est tout récemment, finalement, à la fin des années 80, au début des années 90, à la fin des années 90, pendant une période de 10 ans, qu'il y a eu un procès, une espèce d'instruction des crimes staliniens. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une société très partagée, il y a les victimes, et puis il y a ceux-mêmes aussi les victimes, il y a aussi des familles de victimes, mais qui n'incriminent pas Staline, c'est-à-dire qui se disent que finalement tout ça était le contexte d'une époque. La difficulté, c'est de nommer Staline dans les crimes. Et oui, et puis il y avait le rêve communiste qui pardonnait beaucoup de choses parfois. On va le voir aussi en Chine, notamment avec Cyril. Je reviens maintenant vers vous, Nicolas, en Allemagne. C'est aussi un sujet qui est encore chaud quelque part. Il y a encore, par exemple, en juillet, un festival rassemblement, on va dire, néo-nazi qui était organisé dans la ville de Temar, c'est dans la province de Thuringe, qui est en plein centre de l'Allemagne. Vous le voyez sur ces images de rassemblement de personnalités d'extrême droite, considérées comme néo-nazis, et puis évidemment, comme bien souvent dans ce genre de rassemblement, des contre-manifestations, ce qu'on appelle des antifascistes qui étaient là pour montrer leur colère. Voilà. La question que j'aimerais vous poser, Nicolas, c'est que représentent ces Allemands que l'on classe aujourd'hui dans les néo-nazis, à l'échelle du pays? Ils sont extrêmement minoritaires, ce sont des groupuscules. Il n'empêche que dès que le moindre rassemblement à caractère néo-nazi d'extrême droite se produit quelque part en Allemagne, des mouvements de société, des contre-manifestations s'organisent. Ce qui montre là encore la sensibilité de la société à cette question. Cet été, en Thuringe, les néo-nazis, ces groupuscules, ont profité d'un festival de rock identitaire pour se retrouver. Et c'est une pratique assez courante parce qu'en Allemagne, faire l'apologie du nazisme, se revendiquer du nazisme, y faire référence, et c'est vraiment puni. Donc ces mouvements font très attention pour flirter toujours avec les limites. Ils évitent aussi les discours politiques. Mais dans ces manifestations, on peut effectivement voir des gens qui se revendiquent très nettement de cette nostalgie, qui font quelques saluts hitlériens, qui abordent des tatouages avec des référents de symboles nazis. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces groupuscules sont tous sous surveillance des autorités allemandes qui prennent très très au sérieux cette menace. C'est encore un signe du traumatisme de l'Allemagne qui ne veut rien laisser passer par rapport à ce passé. Mais d'une manière générale, un peu la même question que je posais à Pierre. Vous êtes donc correspondant à Berlin. Comment vous considérez la société allemande sur cette question? Est-ce que vous pensez qu'elle est encore en reconstruction psychologique ou est-ce qu'elle a complètement tourné la page? Là encore, il doit y avoir une question de génération probablement. La page ne sera jamais vraiment tournée parce que l'Allemagne moderne s'est construite en rupture avec cette période nazie, en lien avec ce traumatisme. Toutes les institutions, toute la démocratie allemande a été conçue pour poser des garde-fous, pour poser des limites, pour éviter que le pire ne se reproduise. En ça, la page n'est jamais vraiment tournée, même si, effectivement, dans les nouvelles générations, on sent qu'il y a plus de distance, parce que ce ne sont pas les parents qui ont été impliqués, ce sont les grands-parents, les arrière-grands-parents, ça met de la distance, et cela soulage du poids de la culpabilité. On remarque aussi qu'aujourd'hui encore, il y a un travail d'historien important qui est fait depuis le début des années 2000. Les différents ministères allemands mettent en place des commissions pour étudier leur propre passé. C'est le ministère des Affaires étrangères qui a commencé au début des années 2000. Et là, récemment, l'année dernière, c'est le ministère de la Justice qui a rendu un rapport sur sa dénazification après la guerre. Et on s'est rendu compte, les historiens ont montré, que jusque dans les années 70, d'anciens membres du parti nazi officiaient encore au sein du ministère de la Justice, ce qui leur a permis de faire passer des lois d'amnistie.
Donc on voit bien que la page du nazisme n'est pas encore tournée, qu'il y a encore beaucoup à apprendre et à comprendre cette période et sur l'implication, la responsabilité de l'État et de la population allemande. Merci Nicolas. Vous venez finalement de répondre à une question que nous demandait Maliam. Hitler n'est-il pas une honte, un regret pour les Allemands? Évidemment que si, on voit effectivement ce que vous parlez de reconstruction psychologique et une volonté de tourner la page, même si ce sera compliqué, bien entendu. En Chine, avec vous, Cyril, on va parler évidemment de la cicatrice laissée par la révolution culturelle et qui est peut-être plus vive. Attendez une petite seconde pour vous montrer ces images. Je voulais vous expliquer que la révolution culturelle et le souvenir qu'elle en a laissé est peut-être plus vif, car évidemment Mao est mort une trentaine d'années après Hitler. Donc évidemment, les périodes difficiles sont plus récentes. Et vous allez le voir, c'est effectivement un témoignage parmi tant d'autres de cet homme qui repense chaque jour à cette terrible période de l'histoire chinoise. Et c'est un témoignage de nos confrères de France 24. Le 13 février 1970, en plein milieu de la révolution culturelle, j'ai fait quelque chose que je vais regretter jusqu'à la fin de mes jours. J'ai dénoncé ma mère auprès des gardes rouges parce qu'elle avait critiqué le président Mao. Un commentaire, Cyril, sur ce témoignage. Est-ce qu'il est rare ou est-ce qu'au contraire, ce n'est pas un cas isolé? C'est un témoignage terrible, mais malheureusement, ce sont des choses qu'on entend assez souvent. On entend des gens, des personnes qui, lorsqu'elles parlent de la révolution culturelle, se mettent à fond dans l'arme. Des millions de familles ont été détruites, ont été écartelées, ont été traumatisées, avec des parents qui ont dénoncé, avec des enfants qui ont dénoncé leurs parents, avec des parents qui ont été envoyés dans des camps de rééducation. Ça a été une grande période de chaos et de malheur pour la Chine qui a duré de 66 à 76. Et donc, encore une fois, le sentiment général que vous avez quand vous parlez de Mao aux Chinois aujourd'hui, on le voyait par exemple en Russie, certains pardonneraient presque, ou disons que voilà, les dirigeants sont parfois terribles, ils font des erreurs, c'est quelque chose qu'on peut entendre aussi en Chine? Alors oui, le rapport à Mao est assez complexe. Il y a des millions de personnes qui ont directement souffert de cette révolution culturelle. Il y en a des millions déjà qui sont morts directement. Et il y a évidemment des millions de personnes, de familles qui ont été traumatisées. Et ces personnes-là, la blessure reste encore très très vive. Et certaines, si elles ne s'expriment pas forcément publiquement, gardent un ressentiment extrêmement fort à l'égard de Mao. Mais il y a aussi toute une partie de la population qui a peut-être été un peu moins directement touchée et qui a été abreuvée de propagande. Et la propagande, finalement, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que Mao a été un grand leader, un leader fort, et que on admire cette force. Et puis, évidemment, il a eu quelques maladresses, il a fait quelques petites erreurs. Le jugement officiel qu'a établi le parti au début des années 80, c'était que Mao, c'était 70% de bons et 30% de mauvais. Et aujourd'hui, un certain nombre de Chinois répètent un petit peu ça. Le grand homme a fait quelques erreurs. Et aujourd'hui, chez les jeunes qui n'ont pas vécu cette période, ceux qui sont nés dans les années 80, alors eux, ils sont entièrement abreuvés de la propagande et beaucoup ont cette image assez simpliste du grand leader et connaissent assez peu ses dérapages, sont assez peu au courant des dizaines de millions de morts qu'il a fait. Oui, c'est ce que vous me disiez en plus en préparant cette émission. Beaucoup ne sont même pas au courant de ce qu'il s'est passé place Tiananmen. Merci pour cette partie consacrée donc à la société, à la vie quotidienne. On va maintenant passer à la deuxième partie consacrée à la politique, dans le discours politique et la manière qu'ont les dirigeants actuels d'utiliser ou de se construire en opposition par rapport à ces figures. Déjà, je voudrais faire avec vous un bref tour de table pour savoir dans vos pays quels sont les courants, les formations politiques qui se complaisent, on va dire, dans l'héritage laissé par ces hommes. Commençons avec vous, Nicolas, en Allemagne. Alors, en Allemagne, personne ne peut se revendiquer de l'héritage d'Hitler. C'est un tabou qui est totalement infranchissable. Mais il y a un parti néanmoins qui est dans la mouvance d'extrême droite la plus pure, on peut dire, c'est le NPD, qui se revendique comme identitaire, anti-immigration, de la pure tradition néo-nazie. Et il est d'ailleurs
qualifié comme tel en Allemagne. Alors c'est un petit parti qui a eu quelques élus régionaux au début des années 2000, surtout dans l'ex-Allemagne de l'Est, où le travail des mémoires a été moins fort et les garde-fous, les tabous sont moins nombreux que dans le reste de l'Allemagne. Aujourd'hui, il n'a plus d'élus, il n'a pas d'élus au Bundestag parce qu'il ne franchit pas la barre des 5% nécessaires, il n'a plus qu'un seul député européen et le nombre de ses militants réduit considérablement. Il est en grande difficulté, notamment parce que depuis plusieurs années, il y a toujours la menace d'une interdiction qui plane sur lui. Beaucoup de forces politiques réclament l'interdiction pure et simple du NPD. Celle-ci a été repoussée au début de l'année par la Cour constitutionnelle, mais celle-ci a tout de même considéré que le NPD est un parti hostile à la démocratie. Bon, bref, ce parti est vraiment poussé dans les marges de la société. Et il est concurrencé aujourd'hui par l'AfD, les populistes, qui donnent un visage plus acceptable à l'extrême droite. Pierre, en Russie, il existe encore un parti communiste chinois qui accepte, Oui. on va dire, l'héritage laissé par l'ère soviétique. Oui, un parti communiste russe. Oui, évidemment, le parti communiste existe en Russie. Il représente aujourd'hui la deuxième force politique du pays. C'est la deuxième formation politique en termes de sièges à la Douma, au Parlement russe. C'est un parti qui figure dans ce qu'on appelle aujourd'hui en Russie l'opposition à l'intérieur du système. C'est-à-dire que ce sont des rebelles sans être non plus, puisque le patron du Parti communiste, Zyuganov, est quelqu'un qui professe aussi de l'admiration pour Poutine, est présent à chacune des grandes interventions de Vladimir Poutine. Donc c'est une opposition de façade, mais c'est quand même un parti qui se revendique effectivement de l'héritage soviétique, en tout cas c'est un parti qui a fêté avec beaucoup de bruit et d'enthousiasme le 100e anniversaire de la révolution bolchevique. Ce parti appréhende, disons, avec beaucoup d'indulgence les crimes staliniens, en disant que finalement, Staline a dû faire face à une opposition et les conditions historiques ont fait qu'il a dû finalement réprimer des opposants qui lui menaient la vie dure. Donc, ces actions sont légitimées. Et le Parti communiste, donc aujourd'hui, représente une espèce de survivance. De survivance un peu étrange de ce passé soviétique qui attire aujourd'hui quand même malgré tout essentiellement une clientèle âgée, effectivement de nostalgique. Très bien. Une question de John sur la page Facebook du Figaro. Est-ce que dans la Russie de M. Poutine, on peut publiquement critiquer les actions de Staline ? Eh bien, vous allez le voir dans une poignée de secondes que oui, car même Poutine lui-même a commémoré les victimes de la répression. C'était il y a quelques semaines. En Chine, je voulais parler... Non, excusez-moi, on va d'abord partir en Allemagne pour faire un focus quand même sur l'AfD, l'alternative pour l'Allemagne, qui est encore un parti d'extrême droite. Vous le voyez ici, l'un des cadres du parti. Il est entré au Bundestag suite aux élections fédérales de septembre. C'est la première fois depuis l'après-guerre. Beaucoup y ont vu d'ailleurs un dangereux écho de l'histoire. Nicolas, il faut dire quand même que certains cadres du parti ont donné de quoi nourrir ces inquiétudes dans les semaines qui ont précédé les élections et encore très récemment. L'entrée de l'AfD au Bundestag a été vécue comme un choc par la société allemande. D'autant plus qu'avec près de 13%, l'AfD s'est installée comme la troisième force politique au sein du Parlement, avec presque 100 députés. Le ministre des Affaires étrangères avait d'ailleurs prévenu juste avant l'élection en disant que pour la première fois depuis 70 ans, on va entendre au Bundestag des paroles d'extrême droite. Et effectivement, quand on regarde le profil des députés qui ont été élus, on peut s'inquiéter, on peut se poser la question. Il y a des militants de ces groupuscules d'extrême droite dont on parlait peu de temps auparavant. Il y a aussi un négationniste, par exemple, qui a été élu, qui a jugé que l'Holocauste était un mythe. Et même parmi les dirigeants principaux de ce parti, certains flirtent, jouent avec le feu, se placent toujours sur la limite. Ainsi, par exemple, Alexander Gauland, qui est un ancien membre de la CDU, quelqu'un
d'extrême droite, qui est devenu le leader de ce parti pendant la campagne, a suggéré qu'on puisse réhabiliter en Allemagne d'anciens soldats de la Wehrmacht, de l'armée de l'Allemagne nazie. Alors tout ça a évidemment créé un scandale. C'était fait pour faire parler de l'AfD, pour briser des tabous. Et visiblement, ça a marché, ça a eu un écho électoral. En Chine, Cyril, Mao était aussi sur toutes les lèvres, finalement, pendant le congrès du Parti communiste chinois. C'était en octobre, à une époque où vous écriviez 4 ou 5 articles par jour pour nous le raconter. Rappelez-nous, pourquoi est-ce que on l'a comparé à Mao et comment est-ce que l'actuel président chinois réutilise un certain code de l'ère maoïste? Xi Jinping ne veut pas reproduire les mêmes erreurs que l'Union soviétique qui a éclaté au début des années 90. Et parmi le constat qu'il a fait, c'est que les dirigeants de l'époque ont eu le tort de déboulonner les statuts des fondateurs. Et Xi Jinping s'est promis qu'il ne commettrait pas cette erreur. Donc, pas question de critiquer le fondateur de la République populaire. Il cherche au contraire à s'inscrire dans sa lignée. Alors évidemment, il n'en reprend que les aspects héroïques. Il essaye de reprendre l'esprit, le souffle héroïque de la période révolutionnaire. Et il essaye de s'inscrire dans ces pas-là pour légitimer son propre pouvoir. Et en fait, le discours qu'il a tenu pendant ce congrès, c'est qu'en fait, finalement, il y a 3 grands hommes de la Chine. Il y a Mao qui a aidé la Chine évidemment à se construire, à se redresser face à l'Occident. Il y a ensuite Deng Xiaoping qui a été le père du miracle économique. Et maintenant, il y a, dans les pas de ces 2 grands hommes, il y a Xi Jinping qui va donner à la Chine toute sa puissance. Donc il s'inscrit dans la continuité. Dans la continuité, mais il y a un paradoxe. Xi Jinping et sa famille, d'ailleurs, ont été eux-mêmes victimes de la révolution culturelle. Xi Jinping s'est exilé 7 ans pendant cette période. Il a été contraint de s'exiler pendant 7 ans. Oui, alors en effet, ça peut paraître paradoxal parce que en fait, Xi Jinping est un fils de haut dignitaire de la Révolution. Son père était un compagnon d'armes de Mao. Il a été vice-premier ministre et il a eu le malheur, comme beaucoup de hauts dirigeants à cette époque, de déplaire, pour une raison assez anecdotique, à Mao au début des années 60. Et il a été purgé pendant 16 ans. Donc le malheur s'est abattu sur la famille de Xi Jinping. Et lui-même, en tant que jeune instruit, a été envoyé à la campagne pendant 7 ans. Mais il fait partie de ces gens qui ont été biberonnés, si on peut dire, au maoïsme. Et qui, en fait, ce qu'il veut, c'est... Il part du principe que seul un parti fort peut diriger la Chine. Donc il s'inspire, il prend du maoïsme, l'autoritarisme, le contrôle sur la société, un peu le culte de la personnalité, un tout petit peu moins excessif, mais quand même le culte de la personnalité. Et il essaye, je crois, de ne pas en prendre les pires dérives, à savoir le chaos. Merci Cyril. Allez, en Russie maintenant, comment Vladimir Poutine gère cet héritage compliqué de l'ère stalinienne? Vous allez le voir, il construit aussi son parcours politique en reconnaissant les erreurs de l'époque stalinienne. Vous le voyez sur ces images, c'était il y a un mois, il inaugurait un monument, on va dire, célébrant les victimes de la répression stalinienne à Moscou, notamment pendant les terribles années 1937 et 1938. Vous en parliez, Pierre, il y a quelques secondes. Vous allez écouter le président russe. Для всех нас, для будущих поколений, что очень важно. Важно знать и помнить об этом трагическом периоде нашей истории, когда репрессии не щадили ни талант, ни заслуги перед Родиной, ни искреннюю преданность ей. Каждому могли быть предъявлены надуманные и абсолютно абсурдные обвинения. Миллионы людей объявлялись врагами народа, были расстреляны или покалечены, прошли через муки тюрем, лагерей и ссылок. Voilà, ça répond aussi à la question de John. Peut-on critiquer l'ère stalinienne? La preuve que oui, le président le fait lui-même, Pierre. Il critique la
période stalinienne. Il critique les répressions, il ne critique pas Staline, c'est-à-dire qu'il ne met pas en cause nommément Joseph Staline. C'est quand même une différence de taille. C'est ce qui ressort également dans le discours politique et dans le discours de la société, c'est-à-dire que le règne de Staline est associé aux répressions, mais les gens ont beaucoup de mal en tout cas à accepter et à reconnaître ou à comprendre, à connaître tout simplement la responsabilité directe de Staline, puisque c'est quand même lui qui a donné l'ordre des grandes répressions, c'est lui qui a contresigné tous les ordres des Tchékas qui demandaient à liquider des contingents innombrables de koulaks ou de contre-révolutionnaires. Donc c'est quand même Staline qui a été à l'origine de tout. La difficulté, c'est qu'on parle des répressions staliniennes, mais il est extrêmement difficile quand même de reconnaître et d'avouer la responsabilité directe de Staline. Ce qu'il faut ajouter, c'est que dans le même temps, Vladimir Poutine dénonce certes les répressions staliniennes, mais dans une même phrase, comme il l'a dit récemment à une interview avec le réalisateur américain Oliver Stone, dans une même phrase, il ajoute quand même que Staline était quand même le vainqueur de la Grande Guerre patriotique, qui est quand même le point central positif d'enthousiasme de la société russe. C'est quand même le point cardinal qui rassemble toute la société russe. Donc certes, s'il y a eu des répressions, Staline est le vainqueur du fascisme et le vainqueur du nazisme. Voilà pour et donc il y a en permanence cette dualité dans l'appréciation que Poutine porte à l'époque à l'égard de Staline. Merci Pierre de nous résumer effectivement cet héritage compliqué. J'ai juste une petite question d'internaute que je voulais vous soumettre, Cyril. Un internaute qui nous demandait, c'est pour bientôt le petit livre rouge de Xi Jinping. Qu'avez-vous à lui répondre ? C'est presque déjà le cas en fait. C'est-à-dire que l'ouvrage qui rassemble les discours et certaines interviews de Xi Jinping est déjà présent dans tous les kiosques à journaux du pays, vraiment en tête de gondole si on peut dire. Et le tome 2 vient de sortir. Alors pour l'instant, il n'est pas obligatoire de l'avoir chez soi comme le petit livre rouge. On n'en est pas à cet extrême-là, mais en tout cas, il est très présent ce livre dans les rues du pays. Merci Cyril, merci Nicolas et merci Pierre, merci à tous de nous avoir éclairés comme ça sur cette difficile période de l'histoire pour vos trois pays. Quant à nous, c'est le moment de passer à notre invité de la semaine.